Bonjour tout le monde. Moi, je vais vous parler un peu de ce qui se passe dans les épiceries en ce moment. Les prix à l'épicerie explosent et augmentent plus vite que l'inflation. Aujourd'hui, même les gens qui travaillent, même la classe moyenne, n'arrivent pas à boucler leur budget. On voit que c'est 1 personne sur 5 dans la classe moyenne qui vit dans l'insécurité alimentaire. Puis pendant ce temps-là, les marges de profit des grandes chaînes grimpent. Les familles se rabattent sur les circulaires, ils regardent les aubaines. Puis cette semaine, on a appris que même les chaînes, les plus grandes chaînes, utilisent des pratiques déloyales, des faux rabais, des manques d'information pour les consommateurs. Un rabais, ce n'est pas un rabais si le produit n'est jamais affiché au prix courant. Puis c'est pourquoi aujourd'hui, je demande à l'Office de protection des consommateurs d'enquêter sur l'affichage des rabais et de sanctionner les abus des grands épiciers. Hier, j'ai envoyé une lettre dans ce sens et j'espère que tous les partis vont partager cette indignation et exiger des actions concrètes pour protéger les familles. C'est d'autant plus important dans un contexte où la hausse du coût de la vie fait vraiment mal aux familles au Québec. Merci, Alejandra. Bonjour tout le monde. 2 choses aujourd'hui. D'abord, dans la presse ce matin, on apprend que Malek, postdoctorant en immuno-oncologie, recruté par un centre de recherche à Montréal, qui met son expertise depuis quelques années dans la recherche sur le cancer, mais se retrouve devant un avenir incertain au Québec en raison de l'abolition du PEC, le programme de l'expérience québécoise. On apprend aussi que le permis de travail de Fatma, une enseignante suppléante installée à Saint-Jean-sur-Richelieu, avec son mari et sa fille, arrive bientôt à échéance, puis qu'elle n'est pas en mesure d'obtenir un nouveau statut en raison aussi de l'abolition du programme de l'expérience québécoise. Donc, on perd des talents, on perd du monde qui sont particulièrement bien intégrés au Québec. Des histoires comme celle-là, on en a des centaines, voire des milliers. Et en seulement quelques jours, j'ai déposé une pétition qui a récolté 26 000 signatures, quand même, c'est pas rien, là, que je dépose aujourd'hui. Il y a 26 000 Québécois et Québécoises qui ont signé notre pétition pour demander au gouvernement d'accorder une clause de droit acquis pour les étudiants internationaux, pour les travailleurs étrangers temporaires qui sont ici sur le territoire. Depuis l'annonce de la fin du PEC, il y a des dizaines et des dizaines de chroniques, de reportages, d'appuis de la société civile, des citoyens. Les appuis sont venus par milliers. Nos boards de circonscription sont pleines sur ce sujet-là. Ce matin, je vais m'adresser bien humblement au ministre de l'Immigration pour lui demander, une fois pour toutes, de mettre fin à cette saga-là puis d'accorder une clause grand-père, une clause de droit acquis pour les étudiants qui sont actuellement, puis les travailleurs qui sont actuellement sur le territoire. On dépose aussi une motion aujourd'hui pour demander au ministre de la Justice de retirer l'article 29 du projet de Constitution. L'article 29, c'est celui qui vise à encadrer ou à protéger l'interruption volontaire de grossesse, le droit à l'avortement. On a vu les unes du Devoir, ça fait beaucoup plaisir aux Antichois ce qui se passe actuellement. Ils se rallient, comme ils se disent qu'ils vont avoir quelque chose à abattre, une clause à abattre. Le Barreau du Québec, le Collège des médecins, des centaines de professionnels, professeurs et de gens de la société civile ont demandé à M. Jean Barrette de reculer. Ils avaient écouté, Martine Biron avait écouté la première fois. Maintenant, devant les montées aux barricades, devant l'effritement partout, notamment aux États-Unis, du droit à l'avortement, il n'est pas question qu'on rejoue dans ce film-là. On donne l'occasion pure, nette et claire à M. Simon-Jean Barrette de régler le dossier une fois pour toutes, qu'il retire l'article 29. Ça fait consensus qu'il s'y engage aujourd'hui. On dépose ça par voie de motion. La main tendue est là. Qu'on mette le bouchon là-dessus, qu'on n'en parle plus après. Les femmes sont unanimes, les Québécois sont unanimes, les Québécois sont unanimes. Que ça cesse, et il a l'opportunité aujourd'hui de faire la bonne affaire. Dans vos lignes du jour, est-ce que le fait que les libéraux perdent des points, que ça passe uniquement au Parti québécois, c'est dû au départ de Vincent Marissal? Sur les sondages. Au Parti québécois, la crise au Parti libéral, vous restez stable par rapport aux derniers mois. Est-ce que c'est dû à Vincent Marissal? Bien, le sondage qui compte le plus demeure l'élection. Et nous, on va continuer à travailler sur les priorités qui sont les nôtres, mais qui sont aussi celles du reste des Québécois et Québécoises, c'est-à-dire le logement, le coût de la vie. On est les seuls à décrire les reculants en environnement. On est les seuls à travailler les questions d'itinérance. Fait qu'on va voir le résultat. On va recueillir tout ça aux élections. Nous autres, on est sur le terrain. On travaille très fort. On continue à miser sur les priorités des Québécois. Puis, il y a encore du temps d'ici à l'élection. Tout ce travail-là, on est constant.
on est conséquent avec nos valeurs, puis nous, on croit que ça va nous permettre de continuer à représenter les gens comme nous le faisons déjà. Sur la lettre que vous avez envoyée à l'Office de protection du consommateur, est-ce que ça prend des sanctions plus sévères pour les grandes bannières qui, visiblement... Pour les bannières, oui. Les bannières qui n'appliquent En fait, pas les règlements là, sur l'affichage des prix? En fait, il faut d'abord une plus grande enquête de l'Office de la protection du consommateur sur l'affichage des rabais. C'est ce qui est sorti dans les coop de l'information nous montre déjà qu'il y a des pratiques qui sont déloyales. L'Office de protection du consommateur doit s'étourner là-dessus, pas seulement le documenter, mais aller avec des sanctions. Puis s'il faut des sanctions sévères, le faire, parce qu'en ce moment, les gens regardent les circulaires pour savoir qu'est-ce qu'ils vont payer. Puis quand un rabais demeure un rabais pendant 6, 7, 8 mois, bien, c'est plus un rabais. Là. On n'est jamais en train de le vendre au prix courant. Fait que est-ce qu'on est en train d'envoyer une fausse information? Puis de l'autre côté, nous, ce qu'on voit, c'est que les marges de profit d'épicerie ont grimpé depuis la pandémie. Ils ont doublé depuis la pandémie. Juste cette année, c'est 4,3 milliards de dollars des Sobeys, Loblaws, que les Sobeys, Loblaws et Métro ont encaissé. Fait que c'est sûr que là, il y a un manque de confiance. Les gens payent de plus en plus cher. Passer la vis aux magasins, aux bannières? Il y a déjà des dispositions dans la loi pour prévenir ça. Donc, si toutes les informations qui sont sorties se confirment, il faut qu'il y ait des sanctions, puis il faut que les vis soient plus serrées. Ce n'est pas normal que des rabais soient affichés comme des rabais, mais que finalement, si les GAAC, c'est toujours à 2,49, là, puis ils affichent jamais à leur prix courant, est-ce que c'est vraiment un rabais? Peut-être il devrait coûter moins cher. Qu'est-ce que vous avez pensé des propos de Mark Miller hier? Je clairement viendrai pas. Tu sais, c'est notre collègue de circonscription, M. Miller, dans le Sud-Ouest. À nous, là, on viendra clairement pas à sa défense aujourd'hui. Là. M. Miller doit absolument reconnaître de manière sans ambiguïté qu'il y a un recul puis un déclin du français. M. Miller doit revenir sur le terrain, là, il doit revenir à Montréal pour voir ce qui se passe. Et je trouve ça déplorable comme propos. Est-ce qu'on devrait mettre en question le choix? Est-ce que M. Carney aurait dû nommer quelqu'un d'autre? Là, ce que M. Carney fait ou fait pas là, dans son cabinet, moi, je me concentre sur ce qu'on fait ici à Québec. Est-ce que M. Miller est la meilleure personne pour mener ces opérations-là? Je pense que la question se pose sérieusement, mais je vais laisser au premier ministre du Canada faire ses déterminations sur son caucus. Saint-Plan Plamondon dit que, il critique le milieu culturel qui a appuyé l'arrivée de M. Miller en disant la vacuité intellectuelle et l'aplaventrisme d'une partie substantielle du milieu culturel québécois sont franchement gênants. J'ai honte. Est-ce que vous partagez l'avis de M. Plamondon? Je partage pas du tout ces mots-là. Je pense que ce sont des mots... moi, c'est pas du tout le genre de vocabulaire que j'utilise. Là, certainement pas pour désigner des citoyens québécois puis des gens qui sont dans nos circonscriptions puis partout au Québec qui sont nos électeurs. Moi, ce qui me fait vraiment... ce qui me dérange vraiment dans ce débat-là, c'est que finalement, la question de fond, là, la francisation, là, depuis 24 heures, elle est comme oubliée, là, de ce débat-là. Je veux dire, l'accès à la francisation Québec, l'accès à des cours de francisation d'entreprise, les listes d'attente qui se sont accumulées, le gouvernement de la CAQ qui fait là, son porte-étendard du français, mais qui finalement a reculé sur la francisation. On l'a vu l'année passée à quel point ça a été un scandale, l'accès à la francisation, l'augmentation des listes d'attente. François Legault, il peut fanfaronner, là, puis dire que Mark Miller dit des mots qu'il n'aurait pas dû dire. Je n'utiliserai pas les mêmes termes. Je pense que c'est pas honorable la fonction du premier ministre, les termes qui ont été utilisés. Moi, je suis bien plus fâché en ce moment sur François Legault qui coupe en francisation puis qui ne permet pas l'accès à la francisation, puis qui, lui, protège pas la langue française. C'est à lui de se regarder dans le miroir. Puis il n'y a certainement pas de leçons à donner puis de dire que lui, là, tout est beau puis que lui, il a fait ce qu'il avait à faire alors qu'on connaît l'état de la francisation. Un regroupement d'artistes aurait dû dénoncer M. Miller? Là, tu sais, ça leur appartient. Là, tu sais, commencer à dire que la société civile devrait dire ci ou dire ça. Tu sais, je veux dire, les gens se sont prononcés, ils ont fait leur évaluation de choix. Par contre, là, de les targuer de vacuité intellectuelle, là, je pense que c'est regrettable. Comment accueillez-vous le rapport révisé de la CRE, la réforme de la carte électorale, la proposition globale est maintenue de retirer des sièges à Montréal, pour en créer des nouveaux, mais il y a quand même des délimitations là, qui ont changé. Bien, nous, on est très préoccupés pour la représentation en Gaspésie puis à Montréal, on l'a toujours dit. Puis, en ce moment, ce que nous, on souhaite, c'est trouver une espèce de voie de passage puis des choses qu'on peut faire maintenant pour assurer que chaque voix compte. Puis, c'est des choses dont on a le pouvoir de faire, bien, il y en a deux. La première, augmenter le nombre de députés. C'est encore
possible de le faire. Nous, on suggère même d'aller à 4 députés pour être capable d'avoir la représentation partout, selon, oui, le poids démographique, mais aussi le fait que toutes les voix régionales et dans les villes doivent compter. Puis la deuxième, puis c'est ça qui nous permet de sortir de cette impasse, c'est de changer les modes de scrutin. C'est ça qui nous permet d'avoir vraiment une démocratie qui est plus représentative avec la proportionnelle. On a même déposé un projet de loi dans ce sens-là. Pour nous, c'est quelque chose qui peut être fait rapidement. Et on va sortir de cette espèce d'impasse de toujours devoir se battre pour garder des circonscriptions, puis le poids des régions versus le poids de la ville. La façon, c'est d'avoir un mode de scrutin plus représentatif. Concernant le PEC, puis il doit une espèce de clause grand-père, je pense que vous l'avez dit. Comment est-ce que vous expliquez le refus de la CAQ d'aller de l'avant avec ça? Est-ce que ça aurait un impact sur les seuils d'immigration? Puis si oui, est-ce que vous avez évalué combien de personnes ça pourrait être de plus qui pourraient immigrer au Québec? Je m'explique très mal pourquoi la CAQ ne va pas dans ce sens-là, parce qu'en 2019, c'est précisément ça qu'ils ont fait. Hein. Puis on se souvient très bien de François Legault qui, finalement, ému face aux témoignages d'étudiants puis de travailleurs, a finalement décidé, vous savez quoi, finalement, les gens qui sont déjà ici, francophones intégrés, on va les protéger, on va les grand-périser, on va leur donner une clause de droit acquis. C'est le même François Legault, là, en 2019, qui a fait ça. Un François Legault qui, par ailleurs, était plus populaire que le François Legault d'aujourd'hui. Fait que peut-être qu'il pourrait prendre inspiration sur ce qu'il faisait à l'époque. Ce serait peut-être plus utile pour lui. Après, pourquoi ils le font pas? Je ne le sais pas. Ce qui est clair, c'est que les gens qui sont ici étaient en voie d'appliquer. On parle à peu près d'applications entre 6 et 8 000 demandes au PEC par année. Là. On ne parle pas de dizaines de milliers de dossiers. Et par ailleurs, en 2023, dans la planification pluriannuelle, Mme Fréchette avait sorti le PEC des seuils pour le mettre hors seuil, pour ne pas influer, parce que c'est des gens qui sont déjà ici intégrés en emploi francisé. Donc, elle avait dit, ces gens-là sont quasiment déjà résidents permanents. On va les pérenniser, on va le mettre hors seuil, puis on ne le calculera pas dans les cibles. Monsieur Roberge peut faire la même chose, sans jouer dans ses cibles, laisser le PEC hors seuil, le temps qu'on grand-périse puis qu'on pérennise ces gens-là. Puis après ça, s'il veut faire l'abolition du PEC, bon, j'aurai d'autres points à dire pour maintenir le PEC, mais au moins les gens qui sont là, les experts, le post-doctorant en immuno-oncologie, les professeurs, les infirmières de Sherbrooke. On a vu Sabrina qui a fait un témoignage. Là, par ailleurs, je pense que la vidéo de son témoignage a été vue à 6 millions de fois sur nos réseaux sociaux. C'est quand même pas rien, là. Comment ça se fait que Sabrina ne pourra pas rester au Québec? Donc, grand-périsons, protégeons. Après ça, on aura le débat sur l'avenir du PEC, mais il n'y a aucune raison rationnelle. Puis il y a plein de moyens pour M. Roberge de trouver une voie de passage. Je vais lui demander ça, honnêtement, aujourd'hui, en toute bonne foi, en main tendue puis en humilité, là, pour qu'on fasse la bonne affaire pour ce monde-là qui nous appelle en détresse. Là. Vraiment en détresse, avec beaucoup d'anxiété. Des rêves puis des vies sont suspendus. Il y a quelque chose à faire. Là. Je pense qu'on pourrait tous le faire dans un beau geste transpartisan. Juste préciser votre position. Là, est-ce qu'on doit contester? Vous croyez le gouvernement doit-il contester ce jugement? Bien, nous, ce n'est pas une voie qu'on priorise, ce n'est pas une voie qu'on suggère. Ce qu'on cherche, nous autres, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire maintenant dans les pouvoirs que le Québec a. On peut changer la loi pour qu'il y ait un mode de scrutin plus représentatif, puis on peut augmenter le nombre de députés. Puis ça nous aide de sortir de cette impasse-là. Votre projet, c'est pour les élections de 2030, donc pour 2026, est-ce que... Non, il faut le faire avant. Je pense qu'on peut le faire avant. Juste... Oui, c'est des choses qui peuvent être faites. Le projet de loi qui a déposé mon collègue, il est prêt, là. Il a été fait en consultation avec la société civile, là. Ça veut dire qu'on peut s'asseoir et discuter. Puis si c'est vraiment une priorité, la représentation, bien, on a là l'outil pour le faire. Vous pensez quoi de l'expulsion de Marois Risky et de la réintégration de Mme Heinz dans le Parti libéral? Ce qui est clair, c'est que nous, le Québécois, Québécoises, on n'en sait pas même un plus. M. Pablo Rodriguez semble, lui, avoir eu l'épiphanie, là, semble avoir compris quelque chose. Nous, on ne l'a pas compris. Les Québécois ne l'ont pas compris. Fait que pourquoi, du jour au lendemain, OK, oui, certes, on va attendre les recommandations du juge, puis on verra après qu'est-ce qui arrivera du destin de Mme Heinz, puis si finalement c'est Marois Risky qui avait raison ou pas. Vraisemblablement, là, Pablo Rodriguez sait quelque chose de plus qui lui a permis de faire ce geste de plus. Moi, je crois pas, là, tout d'un coup, qu'en se réveillant ce matin, il a décidé, bon, ça y est, j'ai une action à prendre, je vais prendre celui-là. Je pense qu'il y a certainement quelque chose de plus qui a été su, qui a été connu, qui a fait en sorte qu'il a expulsé celle avec qui
par ailleurs, il se présentait là, tout triomphant, puis qu'il nommait chef parlementaire. C'est quand même pas rien. C'est quand même tout qu'un détournement de situation. C'est l'année des 3 chefs, là, quand même, au Parti libéral, là, dans l'opposition. C'est quand même quelque chose qu'on n'a pas vu souvent. Donc là, M. Rodriguez, je pense, encore une fois, c'est ce que je lui demande, là. Davantage de transparence, davantage d'explication. Si lui n'est pas capable de gérer sa campagne de financement au leadership, si lui n'est pas capable de gérer son caucus, si lui n'est pas capable de gérer sa chef de cabinet, parce qu'on ne sait pas même plus où est-ce que ça s'en va, ni la chef de l'opposition officielle, comment peut-il même aspirer à diriger le Québec? Je pense que tout le monde se pose la question ce matin. Est-ce qu'il a choisi son camp, vous pensez, hier, avant la conclusion de l'enquête? Le seul camp qui devrait primer, c'est l'intérêt des Québécois et des Québécoises. Puis là, je ne vois pas dans ces 2 scénarios-là, puis dans ce qui s'est passé hier, de l'intérêt des Québécois et des Québécoises. Peut-être que M. Rodriguez a eu besoin d'un écran de fumée pour cacher l'histoire des prête-noms qui est sortie hier dans le journal. C'est-tu ça? Sa décision était-tu prise avant? Encore une fois, il n'est pas très transparent, il n'est pas très clair. Puis à la fin, moi, de chaque point de presse de Pablo Rodriguez, j'ai davantage de questions que de réponses. Je pense que vous êtes dans la même situation que moi. Puis à chaque fois qu'on pose des questions, finalement, le lendemain, on apprend que « Ah, je savais pas, tel député, finalement, non, j'ai pas participé. Finalement, il y avait un certificat de sollicitation. Ah, ce député-là, c'était le seul qui m'avait aidé. » Finalement, on apprend le lendemain que c'est pas vrai. Il y a des dizaines de députés qui l'ont aidé. Je veux dire, à un moment donné, comment ça se fait qu'il faut toujours que vous challengez les informations, qu'on challenge les informations qui sont véhiculées pour après ça, qui backtrack en disant « Ah non, finalement, oui, on s'est mal compris. » Je veux dire, c'est inacceptable. C'est une personne qui aspire à diriger le Québec. La version change au quotidien, puis ça s'en va pas dans la bonne direction. On your motion for the abortion right, like what's included in the article that you want to make sure it's removed from Bill 1, Article 29. It's a motion that you'll table today, but Justice Minister Simon-Jeanin Barrette said already that he wants to keep this article in his bill. We're offering Mr. Jeanin Barrette a chance today to stop that debate, to make sure to protect women's rights. It's been unanimous since this bill was tabled. The Barreau, the Collège des médecins, so many professors, so many experts have been saying, don't touch to this jurisprudential right. The courts were very clear. It can't be attacked. And what Mr. Jeanin Barrette is about to do is to open up a possibility for groups, and we've seen this in Le Devoir today, for groups to start challenges, to start challenging that bill, and to start debates and procedures before the courts, and to restart again that debate. We saw what happened in the States last year or 2 years ago. I mean, it's possible for that debate to restart. I don't know what's going to be the end of that debate if it starts before the courts, but let's just not have that debate. It's clear for Quebecers. It's clear for women in Quebec. This right should be protected above any challenges, and what Mr. Jeanin Barrette is doing is putting this into jeopardy. But can you re-explain why you want the abortion right to not be in the Constitution, because it's going to have the reverse effect of protecting it. You're basically not protecting it, but then Simon-Jeanin Barrette believes the opposite. So what people at home should understand between the two? Mr. Jeanin Barrette is probably the only one, or one of the only one, thinking he has the right position on this. Even Madame Biron, Minister of the CAQ last year, decided not to go this way because she heard the experts. So within the CAQ government, there's also a debate and there's also tensions. Everybody is saying, and to be clear, once this right is there, this will allow new challenges, which are not possible today. The right is protected because of a decision from the Supreme Court, which can't be attacked. There's no legal procedure to attack that right. There's nothing that can happen before the courts. It's impossible. The right is there. It's protected. It can't be reversed. Now, if there's a new legislative measures, that can be challenged, and that can open again that breach, and that open the debate again, and start procedures before Superior Court and Court of Appeal and Supreme Court again. If Mr. Jeanin Barrette withdraw Section 29 of that bill, abortion right will be protected. If it's in the Constitution project, it won't. Very simple. This law is no law. In this very simple case, well, this very complicated case, the best is to withdraw it. And I think all the experts and all the civil society, and to the reverse, today it's the
the anti-abortion groups that are being happy about it, stating, of course, they're preparing and they're going to be together, merging into fighting this new fight that it's going to be open for them too. And what do you make of the fact that there are so many legal experts that are opposed to Bill 1? Just yesterday, Professor Bullock said that he'll ask the UN to study Bill 1. Why do you think there are so many flaws in that bill? We'll have all the time needed to go section by section, but this abortion right is one. Then the challenge or the incapacity for groups to challenge some governmental bills and the fact that those counterpowers will be limited into litigating against some decisions from the CAQ is very problematic. Now, the courts as well. The courts are going to be limited into what they can open as challenge against government bills, which is very problematic as well. There's the whole issues of the they're playing with the charter. They're diminishing collective rights, and they're trying to make the mirror of the civil code versus the charter, which is going to give so little effect to our Charter of Rights and Freedom. I mean, there's so many things we can be debating this for hours, and this is why the civil society is very angry. And this is why all of them, all sections of them, First Nations, women's groups, legal experts, unions, everybody's against that bill. I mean, all opposition party voted against for it to be filed into the parliament, which is exceptional. So how is it that Minister Jean Barrette is not seeing this? How is it that he's going forward without listening to everybody around him and trying to do the right thing and stop this right away? Minister Duranceau is going to present her plan for job cuts today. What do you want to see there? What are you concerned about? Yeah, we're concerned about that announce because first, well, we don't want any more bureaucracy, but bureaucracy versus cutting employment, they're for our two separate things. Like, to reduce the forms, to increase the information exchange, that's a good thing. But from the other, when we start cutting employees, there's going to be an incidence on the public services. And for us, that's a big issue because people do not have access already to several services. And we saw what happened with the SQ when they put forward a plan to cut employees. They had a direct impact on the security services all over Quebec, and they have to pull out. So we're gonna see what they're gonna propose. But for us, it's important that we keep the jobs, but we cut on bureaucracy. You wanna add? One concrete example, I've spoken here about Manu, a homelessness guy living in a tent, and he's trying to get an apartment for the last 5 years, and the regulations are stopping him to get it because he doesn't have his taxes and some documents. It's not the people within the ministries that are the problem, it's those regulations. Exactly. So if Minister Duranceau is cutting people within those ministries without cutting those regulations, we're not going to solve any problems. Exactly. So Minister Duranceau should fight, of course, those non-necessary regulations, and we should make things simpler. But cutting workers and cutting people who are making those things work and those programs working, it's not going to be a solution. So that's what we're asking. And do you support the plan to order employees back to the office? I'm sorry? Do you support the plan to order government workers back to the office? Well, we have, I think it should be an equilibrium because workers have also the right, what we call the télétravail. And there's something that we haven't studied here in Quebec yet. My colleague Alexandre Leduc may answer more, but we have been looking at how we can have this equilibrium, and the workers as well, they might have a right to choose in some circumstances to work from home. Merci.